J'ai un patient qui a à peu près 80 ans et d'habitude, il est, hyper jovial. Et là, ce jour-là, il est pas en forme. Il respire pas bien, il est fatigué, je lui dis: «Mais ça va, «Ouais, non, je me sens pas bien depuis 2 jours», je lui dis: «Mais vous avez vu votre médecin?» Il me dit: «Bah oui, mais du coup, mon médecin, il prend les rendez-vous avec Maya et j'ai perdu mon mot de passe». Donc je lui prends son rendez-vous avec son médecin traitant. Il va chez son médecin traitant le lendemain, plus de nouvelles. Et je le revois 1 ou 2 semaines après, quelque chose comme ça. Je dis: «Ah bah alors, du coup, ça va depuis la dernière fois?» Il me dit: «Bah ouais, j'ai fait 1 semaine à l'hôpital». Et en fait, il était en train de faire. Ah ouais. Dans cet épisode, Valentin Guerriga, dentiste avec une pratique exclusive en parodontologie et implantologie, nous partage en partenariat avec Edelweiss les dernières recommandations pour la prise en charge de la parodontite. On fait le point sur une prise en charge moderne et globale, du diagnostic précis à la gestion de l'inflammation, en passant par le rôle clé du patient avec une hygiène adaptée et personnalisée. L'objectif aujourd'hui n'est plus seulement de nettoyer, mais de stabiliser la maladie dans le temps avec des protocoles médicaux de plus en plus pointus. On revient sur les techniques les plus récentes pour traiter cette maladie, le débat entre brosse à dents électrique oscillotative et ultrasonique, ainsi que toutes les nouvelles guidelines pour être à jour et proposer à nos patients des soins vraiment adaptés et actuels. Dans la première partie de ce podcast, Dr Guerriga se présente et explique que la prise en charge repose d'abord sur l'éducation du patient, compréhension de la maladie, correction des idées reçues, par exemple que le fait que ce soit une fatalité et que ce soit génétique, et mise en place d'une bonne hygiène. Le traitement commence toujours par une phase non chirurgicale visant à éliminer la plaque et les facteurs de risque, avant d'envisager éventuellement une chirurgie si nécessaire. Le rôle clé du patient est mis en avant, motivation, régularité et compréhension conditionnent le succès. Enfin, une grande partie est consacrée aux outils d'hygiène, brossage, brossette, fil dentaire, et on rappelle que le contrôle mécanique de la plaque est la base de tout, bien avant les actes comme le détartrage ou les bains de bouche. En tout cas, merci à Edelweiss d'avoir sponsorisé ces 2 épisodes, du coup, puisque j'ai divisé en 2. Comme je t'avais expliqué, ça allait durer en tout 1h45 et j'avais voulu splitter en 2. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ce genre de format un peu plus court te plaît ou si tu préfères que je garde des formats plus longs d'1h30 voire 2 heures. Il y a d'autres cas aussi qui m'arrivent pas mal, c'est des patients qui viennent pour le détartrage, du coup. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ils disent non, tout va bien. Et toi, tu vois sa gencive qui est rouge et saignante. Ouais. Et du coup, tu te dis, j'y vais parce qu'il m'a demandé ça. Et lui, pour lui, il n'a aucun problème. Ouais. Sauf qu'en fait, il a une gingivite. Et ben ouais. Comment tu fais ça? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Juste une gingivite? Ouais. Ouais. Parce que des fois, des fois, ils pensent que tout va bien, ils ont déjà une bonne parodontite. non, Donc là, on va ça, c'est dire, rare quand même. Ça, ok. c'est un peu plus rare. Ok. Il y en a pas Ou trop. je sais pas y détecter, mais souvent quand je fais une panneau, on voit quand Ouais. même, voilà. Tu Mais peux voir un souvent, peu effectivement ouais, la quand même alvéolise, un peu etc. plus. Ben, Souvent, c'est gingivite. J'ai envie de te dire que forcément, si on s'en tient au cadre scientifique médical, c'est des patients, normalement, on devrait faire une prise en charge en 2 temps. C'est éducation du patient, correction de la gingivite par leurs propres moyens, et ensuite, à la 2e séance, élimination des facteurs rétentifs Ouais. de plaques, dont le tartre. C'est aussi le polissage des anciennes restaurations, par exemple. Ouais. Par contre, c'est pas toujours possible, soit pour des raisons organisationnelles, c'est difficile de refixer un rendez-vous dans 15 jours, soit parce que le patient, il peut pas entendre ce discours-là. Donc, on s'adapte au mieux. Moi, je te dis ce que je ferais personnellement si j'étais dans ta situation. Je pense que je ferais un détartrage à minima, c'est-à-dire supragingival, de façon à ce qu'il puisse avoir un bon contrôle de la plaque dentaire avec des outils simples. La brosse à dents électrique, la brosse à dents normale bien sélectionnée. Et je commencerai à lui parler de son problème parodontal. Je commencerai à lui dire, écoutez, vous savez, pour l'instant, le problème, il est pas sévère, mais votre tendance, c'est quand même celle de quelqu'un qui va développer un problème de déchaussement. Vous présentez les caractéristiques que je retrouve chez des patients dont les dents se déchaussent. Et donc, petit à petit, on peut diagnostiquer ça, on peut mettre en place les stratégies de prévention. Et ces gens-là, on va les aider. Mais c'est sûr que parfois, tu vas devoir te répéter 1 an, 2 ans, 3 ans, puis un jour, ça va faire un déclic. Ah bah oui, vous m'en aviez parlé, ok, maintenant j'ai compris. Ah bah oui, il se trouve que mon frère, on lui a diagnostiqué une parodon, ils savent jamais trop si c'est une parodontie, une parodontite. Voilà, alors du coup, on lui a diagnostiqué une paro, et du coup, là, ça y est, ça fait, ça tilt, et ils comprennent que depuis ce temps-là, en fait, tu te bats pour eux. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas immédiat. Ouais. Je t'arrête 2 minutes. On crée un séminaire esthétique en octobre 2026. Tu trouveras le lien de candidature en description. On va reprendre avec le docteur Jacques Blavignac tous les protocoles esthétiques pour pouvoir traiter tous les cas. En plus de ça, on va parler de toute l'image que tu peux avoir en ligne. Crée une identité forte pour que les patients viennent à toi pour ta technique. Allez, je te laisse reprendre le podcast. C'est ça qui est difficile dans le discours, tu vois, parce que tu te dis, tu leur expliques, ils font ouais, ok.
tu les revois, ça n'a pas été passé. Bah. Tu leur expliques, mais eux, ils se disent ouais, ok. Mais en Ouais. fait, comme ils n'ont rien. Ouais. Et tu vois, même en plus de ça, est-ce que il faut quand même, tu penses, faire le devis avec les surfaçages, le bilan et tout, ou juste leur expliquer et les revoir aussi Ben, par rapport au suivi? Moi, je te réponds très honnêtement, je suis favorable au fait de faire les devis. Ok. Je suis favorable au fait de faire les devis parce que ça matérialise le fait qu'il y a un besoin de soins. Ouais. Un devis, c'est un engagement mutuel en fait. En tout cas, c'est la concrétisation financière d'un engagement de soins. L'idée, c'est aussi de structurer le plan de traitement. C'est pas je vais vous traiter vos gencives. C'est on a une première étape de diagnostic, une deuxième étape de gestion des facteurs de risque, une troisième étape de traitement non chirurgical, la réévaluation de ça, c'est codifié. Si c'est codifié, c'est protocolisé, il y a une base scientifique, le patient, il a nécessairement confiance parce que c'est des choses qui sont tangibles. Ouais. Si tu l'emmènes dans des recettes un peu ésotériques, effectivement, là, ça peut paraître étonnant. Moi, je suis favorable à faire le devis parce que également, ça te permet de poser une date. Vous avez un problème parodontal qui a été diagnostiqué. Ce problème parodontal nécessite traitement. Je vous ai proposé le traitement. Je ne vous ai pas dit que c'était urgent. Je vous ai juste dit que c'était un soin à programmer. Quand les circonstances seront réunies, on le réalisera. Mais par contre, toi aussi, tu as été dans ton devoir d'information jusqu'au bout. Ouais. Tu lui as fait le constat, tu lui as proposé la solution. Bien sûr, le patient est libre d'en disposer. Mais même sur un point de vue médico-légal, au moins, t'es bordé. Ouais. Tout a été fait dans les règles et tu peux dire effectivement, bah oui, voilà, on en a parlé il y a 3-4 ans, je vous avais fait ce premier devis. Aujourd'hui, la situation n'a pas évolué. Tant mieux pour vous, on va pouvoir faire ce qu'on avait dit et je suis content que vous ayez commencé à en prendre conscience, mais tu peux aussi lui dire, bah non, écoutez, le constat qu'on avait fait il y a quelques années, il a bien changé malheureusement. Aujourd'hui, je suis content que vous ayez pris conscience de ça, mais du coup, il y a du travail maintenant pour corriger. Et du coup, bah, forcément, on ne s'embarque pas dans le même plan de traitement. Voilà. Ouais, il ne faut pas rentrer dans une étape de sous-traitement où des Non. fois... Mais je pense que moi, ça m'arrive parce qu'en fait, des fois, il y a tellement de choses à faire et tellement de patients à traiter que tu te dis une petite inflammation de gencive. C'est sûr que je pense que personne n'est jamais mort d'une gingivite. Tu vois, c'est ça, tu as tellement de choses des fois ou tellement de patients. Mais je pense que c'est une erreur que je fais et que d'autres font peut-être, c'est que on devrait plus, comme tu dis, expliquer, voire adresser. Parce que après, effectivement, tu peux avoir, bien sûr, la situation de chacun, elle va différer selon le bassin de population dans lequel il exerce, selon l'organisation de son cabinet, selon son appétence pour la parodontologie, etc. Mais je pense qu'il y a plein de solutions qu'on peut déployer. Déjà, tu peux tout simplement avoir des devis types. Ça prend pas longtemps à exécuter. Tu dis, bah écoutez, j'ai diagnostiqué un problème de gencive. Aujourd'hui, c'est le cadre de votre consultation de contrôle. À part ça, j'ai rien vu d'autre. Mais par contre, on va se revoir pour faire un bilan approfondi. Donc, ça se passe à peu près comme ça. L'enveloppe globale, c'est à peu près ça. Et puis, prenons rendez-vous si vous souhaitez, maintenant ou plus tard. Voilà. Ça, c'est facile à faire. C'est pour la première ligne bilan. C'est la première ligne bilan, mais moi, je suis favorable à ce qu'on mette quand même le traitement estimatif. Oui, tu mets toutes les lignes. Tu mets toutes les lignes. Tu mets par exemple séance 1, séance 2. Tu dis, bah voilà, la prise en charge moyenne, en général, c'est à peu près ça. C'est ça le traitement standard. Okay. Voilà. Et après, on module lors du bilan. Après, tu peux aussi déléguer une partie juste du pour travail. revenir sur le traitement standard, chaque séance, tu fais un surfaçage? En fait, le traitement parodontal non chirurgical, c'est le surfaçage. Ouais. Donc, c'est automatiquement. Une séance, sauf le bilan. Tu veux dire sur la codification, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, sur la codification, tu as un acte qui s'appelle bilan parodontal. Voilà. Donc, ça, c'est le diagnostic. Voilà. Et là, tu fais pas d'acte. Là, tu fais pas d'acte technique, tu fais un acte de diagnostic. Ensuite, on va le cumuler, bien sûr, aux radiographies. Ouais, je rappelle que le bilan radiographique de référence en parodontologie, c'est le bilan long cône. Le cône, ouais. Voilà. Pas la panoramique. Ça, des fois, des formations liées au défilement, des formations liées également aux structures, une moins bonne capacité à voir les septa entre les dents. Enfin, il y a un certain nombre de raisons techniques. C'est bien de le rappeler, ça. Bilan long cône qui est plus ou moins facile à faire. Ça, je le reconnais aussi selon comment tu es organisé. Nous, on est bien drillé. Un bilan long cône, maintenant, c'est 10 minutes pour faire toute la bouche. Mais par contre, j'ai 21 capteurs radio. Ah ouais. Donc du coup, et mon assistante, elle est bien habituée. Au début, c'est pas ça. Maintenant, un bilan long. Ça fait combien de radios? Ça fait 21 radios. Tu fais 21 radios? 21 radios, ouais. C'est le bilan standard. Tu peux descendre. Sur un cas, c'est le bilan standard. Sur un cas sévère, c'est 21 radios. Ouais. Sur un cas facile, j'aurais tendance à te dire que je suis à 10 radios. Okay.
2 rétrocoronaires de chaque côté, donc ça fait Ok. 4 au total. Et puis ensuite 3 rétroalvéolaires, canines, les 2 incisives centrales, l'autre canine, sur le haut et sur le bas. Donc ça fait 4 plus 6, ça fait 10. Ouais, Voilà. ok. Et avec ça, tu as déjà une supervision d'une parodontite potentiellement débutante. Ouais. Je dis potentiellement débutante parce que si tu commences à dépasser 30 ou 45%, 50% d'alvéolyse, évidemment, sur le secteur postérieur, tu verras plutôt au niveau osseux. Ouais. Mais par contre, pour l'interception du patient en omni, c'est l'examen de référence. C'est rapide à faire, c'est C'est ultra sûr. précis. Tu vois les caries en même temps potentiellement, l'étanchéité des restaurations. Enfin, Ouais, pour c'est moi, clair. la rétrocographie de la radiographie de Ah bah base, oui, clairement. à part pour le diagnostic Ouais. endodontique. Voilà. La première séance, donc du coup, sur ce devis, bah, ça va être le bilan parodontal clinique et Ouais, radiographique. ouais. Et puis ensuite, moi, je mets les phases de traitement. Traitement parodontal non chirurgical, séance 1. Traitement parodontal non chirurgical, séance 2. Et puis, cette séance, bah, en fonction du temps que tu penses prendre, et bah, tu la valorises différemment. Tu Oui, sais c'est très bien qu'il y sûr. a des patients, en 40 minutes, c'est fini. Et des fois, au bout d'1 heure et demie, tu es encore un peu dans le rush, Ouais, quoi. ouais. Donc, tu peux avoir besoin de moduler ça. Puis après, moi, je mets une ligne Et tu fais toute de la bouche à chaque séance, et bah, ça dépend. Moi, en personnellement, règle générale. je préfère faire toute la bouche dans une idée de réduire progressivement l'inflammation Ouais, c'est partout. ça. Je vais quand même te donner un contre-exemple qui peut vraiment être pertinent. On va faire secteur par secteur chez des patients chez qui on doit coupler des extractions. Parce Ouais. qu'évidemment, du coup, tu bénéficies de ton anesthésie de façon Ouais, beaucoup ouais, plus ouais. efficace et puis c'est quand même plus sympa pour le patient. Toute la bouche, Tu surfaces avant l'extraction ou tu détartres avant l'extraction? je réfléchis pour te dire. Non, alors alors si c'est vraiment, vraiment catastrophique, je fais une séance, d'assainissement avant. Ouais. Puis lors de ma deuxième séance d'assainissement, donc mon deuxième surfaçage, je fais les extractions à ce OK. moment-là, 15 jours plus tard, par exemple. Par contre, j'ai, pour des raisons pratiques, tendance à commencer par la chirurgie, puis faire l'assainissement dans la même séance. Je te le dis très honnêtement, c'est que si tu as une complication chirurgicale, tu as du temps pour gérer. Mmh. Si tu es déjà à la bourre à cause de ton surfaçage, tu sais que c'est les conditions de l'échec. Voilà. Donc moi, je préfère commencer par me mettre en sécurité sur la partie technique. Une fois que ça c'est fait, on est zen. Le patient, je lui tapote sur l'épaule, je lui dis écoutez, tout s'est bien passé. Maintenant, relax. On en a encore pour une demi-heure, 1 heure. Mettez vos écouteurs. Je m'occupe de vous, mais tout est déjà fini. Voilà. Mmh. Et donc, ça crée aussi les conditions de la relaxation. Qu'il ne soit pas pendant 1 heure Ouais, ouais, ouais. à s'inquiéter à quelle sauce ils vont être mangés tout à l'heure quand on va passer aux extractions. Voilà. Mais si c'est un patient qui a vraiment besoin d'un assainissement préalable, ouais, effectivement, on Ouais, va faire une ouais, première OK. séance pour limiter l'inflammation, la bactériémie, C'est etc. ça, ouais. Petite modulation également sur, tu me disais, t'instrumentes toute la bouche ou pas? Ouais. Il y a des études qui sont intéressantes chez le patient diabétique. Chez le patient diabétique, il faut pas avoir des séances qui sont trop longues parce que sinon, en fait, on sait que la réponse inflammatoire, elle va être délétère, notamment au niveau systémique. Donc, c'est des patients chez qui, pour eux, je vais limiter la durée d'une séance. Typiquement, je vais plutôt être entre 30 et 40 minutes OK. selon la complexité, alors qu'un patient parfaitement sain, si je peux le traiter en une séance au global, bah, je vais le garder 1 heure et demie et Mmh. souvent, j'arrive à tout faire avec 40 minutes, c'est possible de tout faire quand même, non? bah, 40 minutes, c'est possible sur un cas simple. Ouais, Pour sur un cas moi, simple. Quand il y a pour vraiment moi, beaucoup pour chaud, moi, ouais. sur une parodontite de stade 1, stade 2, où tu as déjà notamment fait le détartrage avant, c'est complètement gérable Ouais, en 45 minutes. ouais. Si on commence à être sur des lésions de furcation, des lésions intra-osseuses, ou peut-être même parfois chez certains fumeurs, tu sais, des fois, tu as l'impression le tartre, Ouais. c'est du goudron, quoi. Ouais, c'est clair, de fou. Et ben, chez ces patients-là, je vais augmenter la durée parce que ça va me permettre Ouais. de traiter plus sereinement. Je t'arrête 2 minutes juste pour te parler du sponsor de cette vidéo, Edelweiss. Tu peux aller voir tous leurs produits sur leur site, le lien est en description. Allez, je te laisse reprendre le podcast. Voilà. Et t'anesthésies des fois quand tu fais Moi, surface? perso, j'anesthésie tout le temps. J'anesthésie tout le temps. Tout le Déjà, temps en systématique partout? ouais, quasiment, quasiment. Je sais que c'est un peu, Parce que franchement, il y a des fois, minoritaire comme position. là, je suis Heu, d'accord, mais il y a des fois, c'est quand même jouable sans, je trouve. alors c'est jouable sans, mais je dirais que ça dépend où tu mets le curseur. En fait, je dis pas que ce que je fais, c'est la bonne réponse. Non, non, mais c'est bien de savoir, ouais. Moi, j'ai pris cette habitude-là, pour 2 raisons. Déjà, ça me permet d'être, déchargé dans ma tête de la gestion de la douleur du patient. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai en plus à m'occuper de m'assurer que je lui fais pas mal et de faire correctement mon travail, bah, je pense qu'une partie de mon cerveau, elle est quand même plus concentrée Mmh. sur m'occuper de mon patient, à pas lui faire mal, que de vraiment aller chercher, le dernier atome de tartre, entre, les Ouais. furcations maxillaires.
L'autre raison également, c'est que même si l'anesthésie, c'est pas très agréable, tu as toujours des patients qui sont quand même plus sensibles que d'autres. Et ces patients-là, j'ai pas envie que le traitement parodontal, il se transforme en une expérience qui soit vraiment, pas traumatisante, mais je veux dire qui soit contre-productive et que du coup ils se disent: «Oh, il va falloir faire ça à chaque fois, à chaque visite de contrôle, etc.» Et tu sens que ces gens-là déjà, ils se mettent pas dans leur prise en charge. Après, il y a une façon quand même après, pour être honnête aussi, c'est parce qu'on soigne quand même des patients avec des cas assez avancés. Et chez ces patients-là, c'est sûr que souvent, ça fait quand même un peu plus mal que sur une parodontite débutante. Mais par contre, valable pour toutes les parodontites, quel que soit leur état, moi, je te conseille de mettre de l'eau tiède dans ton détartreur. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Le détartreur qu'on a, c'est un détartreur qui n'a pas de réchauffeur intégré. Donc, en fait, on fait chauffer de l'eau à peu près température ambiante, un peu plus pour que... Voilà. Dans la bouilloire Bah ouais, non. Mais bon, on la met quand même un petit peu chaude parce que le réservoir, il baisse en température. Et ça te permet en fait de limiter la douleur qui est liée à l'hyperesthésie dentinaire. Parce que quand tu fais ton détartrage, en fait, tu as mal pour principalement l'hyperesthésie dentinaire et l'inflammation de la gencive. L'hyperesthésie dentinaire, ça va être géré par la température principalement. Donc, si tu arrives à contrôler ça, bah déjà, il a plus mal aux dents. Ensuite, l'inflammation gingivale, normalement, si ton patient il a appliqué correctement tes conseils au niveau du contrôle de plaque, tu dois en avoir beaucoup moins. Et si tu traites en plusieurs séances, tu en auras d'autant moins, puisque d'abord, tu vas faire une progression, ce qu'on appelle en crown down, donc tu vas faire une progression corono-apicale. Première séance, ça va peut-être être le tiers superficiel, puis le tiers moyen, puis le tiers apical, et du coup, comme ça, tu accompagnes la réduction de l'inflammation par ton traitement. Après, il y a des patients chez qui ça peut suffire. Je suis le premier avis, hein, ça me fait 5 minutes d'économiser à faire l'anesthésie. Eux, ils ressortent, ils ont toute la sensation. Ça peut être le cas chez certains. S'il faut anesthésier, on le fait. Moi, je leur dis, l'anesthésie, je la fais pour bien travailler. Si c'est pas nécessaire, je tiens pas à vous anesthésier. Mais par contre, si j'ai besoin de ça pour vous faire un bon travail, comprenez qu'on met ça en place. Après, il y a peut-être un intermédiaire qui va être l'anesthésie intra-osseuse. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai trop l'habitude parce que sur la chirurgie, c'est pas l'indication. Mais par contre, je peux tout à fait imaginer que sur le traitement, tu veuilles anesthésier sans qu'il ait la bouche qui soit complètement anesthésiée non plus. D'autant plus si tu vas coupler des soins, peut-être que là, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. Même en haut, là, l'intra-osseuse, tu peux anesthésier là et ça t'anesthésie tout le bloc. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. T'as ici, t'as derrière la tubérosité aussi avec une aiguille recourbée qu'on peut utiliser. Ouais, il y a des petites stratégies. Après, on n'est pas obligé de mettre une tonne d'anesthésie. C'est pas comme si on s'apprêtait à faire un traitement endodontique. Notre traitement parodontal, il est superficiel. Donc souvent, tu vas mettre une quantité minimale d'anesthésie, une quantité efficace, ça suffit. Pas besoin de toute façon d'avoir un effet anesthésique pendant 3 à 4 heures. On les engage pas sur une chirurgie complexe. L'autre avantage de l'intra-osseuse, c'est que tu anesthésies aussi la gencive palatine en même temps. Ah, ok. Parce que je savais pas. Ouais, parce que le rappel palatin, c'est... Oui, ça fait mal, ouais. C'est l'enfer. Ouais. Une petite... Je redoute. Ouais. Alors, petite astuce sur le rappel palatin, il y a 2 choses que tu peux faire. Parce que du coup, nous, on le fait... En fait, on en fait tous les jours des anesthésies palatines, notamment pour le prélèvement, pour les greffes de gencives. Déjà, c'est de faire une anesthésie où ton aiguille va au contact de l'os et se retire très légèrement. Il faut vraiment aller en profondeur. Ensuite, tu as une injection qui est très très lente. On est vraiment sur injection lente qu'on a appris à la fac. C'était quoi, 2 minutes pour 1 millilitre, un truc comme ça. Tu dois pas voir le piton. Voilà, c'est ça. En tout cas, je peux te dire que c'est les anesthésies les plus longues de ma vie, c'est les anesthésies palatines. Et ensuite, deuxième petite astuce, c'est, je crois que c'est la théorie de la porte, ça s'appelait. Tu peux chatouiller le palais avec ton miroir pour qu'il ait la sensation tactile et moins la sensation douloureuse pendant que tu piques ou que tu injectes. Donc, tu peux faire ça. Après, ça, c'est vraiment valable sur le prélèvement palatin. Si c'est, entre guillemets, que pour le traitement non chirurgical, ce que tu peux faire aussi, c'est quand les patients ils ont vraiment quand même une perte d'attache assez sévère, tu peux passer en vestibulaire pour arriver progressivement jusqu'au palais. Ça te permet de minorer un peu la douleur. Après, voilà, on s'adapte, hein, ça dépend de chaque patient. Certains ils sentent plus les dents, d'autres ils sentent plus la gencive. Des fois ils sentent la vibration alors qu'ils ont les lèvres qui sont comme ça et tu te dis qu'est-ce que tu sens encore. Mais bon voilà, on s'adapte. En tout cas, l'idée c'est que l'anesthésie c'est pas un préalable, c'est pas un indispensable au succès, mais ça peut permettre de nous mettre dans les conditions de la réussite. Voilà. Ok. Donc après, là, on a vraiment balayé la globalité du premier facteur, c'est le brossage. Brossette, brossage, etc.
Là, on peut peut-être rentrer un petit peu plus dans les 2 autres facteurs, donc diabète et tabac. Ouais, C'est vraiment les 3 choses d'ailleurs, que tu nous as dit sur lesquelles tu axais vraiment ouais, ta première discussion. exactement. Au niveau du tabac, si jamais tu as des conseils, qu'est-ce que tu Ouais. préconises Et pour l'arrêt? Bah, l'arrêt total, je suppose déjà? ouais, alors le tabac, évidemment, l'objectif, c'est l'arrêt total du tabac, y compris, le tabac électronique, y compris les stupéfiants. Ouais. Parce qu'il y a différents mécanismes de dépendance, et du coup, c'est des patients, chez qui on va pas forcément activer les mêmes clés selon s'ils ont une cigarette électronique, s'ils sont consommateurs de stupéfiants ou consommateurs de tabac. En tout cas, la démarche, mais on va y revenir un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, la démarche minimale, ce qu'on appelle le conseil minimal, en fait, c'est en anglais, c'est Ask, Advise, Refer. C'est AAR. Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous consommez du tabac, etc. Quelles sont ces formes? Est-ce que vous avez conscience des effets négatifs du tabac? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans une démarche de diminution, puis éventuellement d'arrêt du tabac? Et puis le refer, c'est est-ce que vous souhaitez que je vous mette en rapport avec d'autres professionnels capables de vous aider? Ça peut être des tabacologues, médecins, infirmières, ça peut être Tabac Info Service, ça peut être des applications. En fait, on va lui donner les clés d'un réseau qui va lui permettre de s'insérer dans une prise en charge en vue de la diminution puis de l'arrêt du tabac. Acupuncture ou laser, tu as déjà eu des Ouais, retours? alors, on a des retours. Moi, mon discours, il est très honnête, vis-à-vis de ces questions-là, auprès du patient, parce qu'on a beaucoup la demande pour des thérapies alternatives. Ouais, bah, ouais. Je leur dis aujourd'hui, le cœur de la stratégie nationale sur l'arrêt du tabac, c'est la substitution nicotinique. C'est ce qui a fait les preuves scientifiques de son efficacité. Mmh. En revanche, il y a des patients qui vont être réceptifs à d'autres modalités thérapeutiques. Donc moi, tout ça, s'il n'y a pas de danger, j'y suis favorable au sens où ça peut aider à la prise en charge comportementale. Par contre, il faut que le patient comprenne que le patient tabagique, c'est souvent un patient dépendant à la nicotine. Donc, on va devoir agir sur les 2 leviers. Mmh. Quand c'est des patients qui sont vraiment avec une dépendance importante, ça va être, je te donnerai les clés après sur comment on peut évaluer la dépendance. Ça peut être quand même l'occasion de dire: «Écoutez, moi, j'entends ce que vous me dites. En vrai, c'est pas mon métier, ça m'a l'air intéressant et si ça vous aide, ça va dans la bonne direction. Par contre, je préfère que vous en parliez avec un tabacologue» et donc j'ai une liste de tabacologues qui m'a été donnée OK. par, un réseau régional ils sont super bien structurés. Je pourrais te le donner aussi si tu veux On et en mettra en fait, description, pour toute la région, de Lyon et alentours, j'ai les tabacologues avec leurs activités un peu complémentaires. Donc je OK. sais que machin il fait aromathérapie, je sais que docteur truc il va faire laser, je sais que docteur truc il va faire acupuncture. Et donc je leur dis, moi honnêtement, tous ces gens-là, je sais que ça travaille bien, je sais que c'est le réseau, je sais que c'est cadré. Mmh. Donc si vous voulez quelqu'un qui soit plutôt de cette école ou de cette école, bah il se trouve qu'il y a docteur truc dans telle ville, vous pouvez le Ouais, consulter OK. et ça me va aussi bien que si vous allez voir machin à l'hôpital. Voilà. OK. J'essaye de pas trop m'avancer sur le plan scientifique avec eux parce que je veux pas non plus détricoter le discours que leur donnera le tabacologue. C'est lui le patron. Ouais, Moi, ouais, je ouais. suis plus quelqu'un qui va orienter le patient vers lui et chacun son travail. Ah, OK. Voilà. Et la personne qui te dit, du coup, tu disais la personne qui est informée. Bon, je pense souvent les personnes qui sont Ouais. informées des risques, ça, Ouais, ils savent. je Souvent, pense, souvent ils savent. je Souvent ils pense. savent. Souvent ils savent plus pour leurs dents que pour le reste. Ouais, D'ailleurs. ouais, Ouais, je ouais. pense que ça, c'est OK. Et après, ceux qui disent qu'ils veulent pas arrêter. Et ben, Là, tu t'engages quand même le traitement, paro, ou tu bah, dis ça dépend c'est Alors, mort? je te dirais que j'engage le traitement au sens où le traitement, le step one dans le cadre actuel des recommandations, c'est la maîtrise des facteurs de risque. OK. Donc, on est déjà dans une étape de traitement parodontal avec le contrôle de la plaque, avec l'éducation du patient, le tabac, le diabète, tous ces trucs-là, avec le contrôle Ouais. supragingival. Comme on s'était dit, première étape, brossage, brossette. Exactement. Et après, on Et ajoute, après, on ajoute step 2, instrumentation non voilà. chirurgicale, step 3, instrumentation chirurgicale, step 4, suivi parodontal, Ouais. maintenance. D'accord. Donc, ces patients, en fait, ils sont déjà dans un plan de traitement parodontal quand ils sont même au step Ouais, 1. OK. Par contre, je suis honnête avec eux. Si c'est un patient qui est candidat à une greffe, c'est non. Les conditions du succès ne sont pas réunies pour réaliser une greffe gingivale Ouais. chez le patient fumeur. C'est l'état de l'art. On peut mégoter, on peut dire une cigarette en cachette au mariage de mon beau-frère. Oui, d'accord. Mais Ouais. c'est pas le patient qui fume tous les jours. Ouais. Voilà. Ce patient-là, il peut pas. Donc, moi, je leur donne le cadre scientifique dans lequel on peut inscrire ensuite leur thérapeutique. Le jour où vous aurez arrêté de fumer, bah, je serai ravi et vous serez candidat à la greffe gingivale. Et on rediscutera des modalités et on pourra vous faire des choses qui sont quand même, comment dire, pertinentes. Mmh. Par contre,
Le patient qui a une parodontite, donc qui va devoir bénéficier d'un assainissement parodontal non chirurgical et éventuellement chirurgical, le cas de figure, il est différent. Parce que là, c'est une situation qui relève plus du contrôle de l'infection et du contrôle de l'inflammation. Donc le patient fumeur, il doit quand même pouvoir bénéficier du traitement parodontal non chirurgical. Ok. Et donc doit pouvoir bénéficier du surfachage. Parce que déjà, ça va ralentir sa pathologie, ça va permettre peut-être même de stabiliser la situation avec la maintenance parodontale appropriée. Ouais, ouais. En revanche, on est honnête avec lui. On sait très bien que les résultats de la cicatrisation chez le patient fumeur sont moins bons que chez le patient non fumeur. Mm. Il aura probablement des lésions qui vont persister. Il ne sera pas candidat à certaines phases du traitement. Aujourd'hui, sur le step 3, donc sur le traitement chirurgical, on a des techniques très avancées de reconstruction tissulaire qu'on appelle la régénération parodontale avec et des comblements osseux et des greffes gingivales. Évidemment, pour mettre en place ça, il faut que ce soit ceinture et bretelles. Ouais, ouais. C'est pas chez le patient fumeur. Donc je lui dis, bah écoutez, moi avec le tabac, je peux aller dans cette direction-là, je peux vous amener jusqu'à telle étape du traitement. Ce sera déjà le jour et la nuit par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Par contre, le tabac limite les options thérapeutiques dans votre prise en charge. Je ne peux pas vous proposer de réaliser telle reconstruction parodontale, je ne peux pas vous proposer tel plan de traitement implantaire parce que le niveau de risque fait Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, ce n'est pas indiqué. Voilà. En tout cas, on ne peut pas le faire dans des Mm. conditions de sécurité et de prédictibilité. Et ça, c'est un discours que les gens ils comprennent quand même parce que tu t'occupes d'eux, c'est-à-dire tu les amènes quand même dans certaines Ouais, étapes ouais. du traitement, tu améliores leur état de santé, mais tu leur promets pas la lune. Ouais, ouais. S'ils C'est sont bloqué pas après par... s'ils sont pas dans la capacité de cicatriser parce que biologiquement c'est pas Ouais, possible, ouais. en fait on va pas leur mentir. Ce qui leur donne aussi un espoir, c'est que du coup, petit à petit, on va réussir, la plupart de ces patients, j'ai envie de te dire, à les avoir à l'usure, c'est-à-dire que les 3 à 6 premiers mois du traitement parodontal non chirurgical, ils vont peut-être passer de 20 à 10 cigarettes. Après, tu les passes en maintenance pendant 6 mois, 1 an, puis après ils reviennent te voir, ils sont à 5 cigarettes, tu leur dis, bah attendez, c'est incroyable, 5 cigarettes c'est moins que 10, ça veut dire que du coup votre risque, il est quasiment comme celui d'un patient non fumeur, il vous en reste 5, c'est les 5 dernières, donc vous Ouais, je continuez vois. pendant quelques mois, et puis l'année d'après ou l'année suivante, bah ça y est, tu peux embrayer sur tes greffes, etc. Et ces patients-là, ils sont dans un parcours de soins dont ils sont eux-mêmes acteurs. Mm. C'est pas on les prend, on les amène ailleurs. Ouais. C'est eux qui vont arriver à construire leur parcours de santé. Et je crois que ça, faut toujours insister sur les félicitations qu'on leur dit Ouais. à chaque rendez-vous. Enfin, moi, j'insiste à chaque fois. Je leur dis, bah écoutez, franchement, c'est top, bravo, je suis content pour vous. Et ils sont contents qu'on soit Bah oui, content c'est pour clair. eux. Ouais, C'est c'est comme clair. la reconnaissance de leurs efforts. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas évident, quoi. Ouais, c'est Voilà. clair. Ouais. Et pour un implant simple, sans greffe, tout ça, les recommandations, c'est quoi par rapport Alors, à la cigarette? pour l'implantologie simple, chez un patient fumeur, bah, l'implantologie est possible. Le tabac n'est pas une contre-indication à la chirurgie implantaire. Ok. Simple, s'entend. Sans greffe, hein. Simple, Sans c'est greffe, voilà, l'implant conventionnel. C'est pas une contre-indication à la chirurgie implantaire. Par contre, il faut quand même informer les gens que ça n'a pas le même taux de succès immédiat et pas la même pérennité non plus. Ouais. Ok. Le tabac est un facteur de risque de la périimplantite. Moi, tu l'as compris, mon métier c'est de garder les dents, et l'implant c'est le joker, mais quand on s'apprête à placer des implants à des patients, quand on s'apprête à leur réaliser un plan de traitement implantaire, dès la consultation préimplantaire, il y a la notion de périimplantite qui est évoquée. Mm. L'implant c'est un dispositif prothétique, c'est une prothèse de racine en titane qu'on va mettre dans l'os de la mâchoire. Ça nécessite des conditions de gencives saines qu'on a obtenues grâce aux étapes préalables du traitement parodontal, et aujourd'hui est venu le temps de remplacer les dents manquantes. L'implant, c'est la prothèse de racine, par-dessus on met la couronne, etc., tout le discours qu'on connaît bien. Par contre, je leur dis, c'est une prothèse, c'est comme la prothèse de hanche. C'est quelque chose sur lequel il y aura potentiellement une réintervention plus tard. Et ça, les gens, ils le comprennent très bien. Dès que tu fais le parallèle avec la prothèse orthopédique, c'est du titane, c'est dans l'os, c'est fonctionnel, c'est quelque chose qu'ils sont capables d'entendre. C'est vraiment fini le temps de l'implant, c'est pour la vie. Ouais. Oui, l'implant à 90 ans, si tu as de la chance, c'est pour la vie. L'implant à 30 ans, probablement pas. Ouais. Et ça, on leur dit également au sens où il faut préparer les patients aux conditions du succès. Si pour faire un implant dans de bonnes conditions, il faut rajouter une greffe de gencive, eh ben, je leur dis c'est une des conditions préalables à la pérennité de votre traitement. Si on doit faire une greffe osseuse, c'est pareil. Et les patients sont capables de l'entendre. Alors, en fait, si ton discours il est clair et que il est fondé sur des faits, tu crains rien entre guillemets. Ouais. Et les patients l'acceptent. La difficulté, c'est quand tu commences à être sur des très très grosses réhabilitations où là, tu peux pas te permettre vraiment le droit à l'erreur.
un patient qui est un patient fumeur, chez qui on s'apprête à faire des régénérations osseuses, de la mise en charge immédiate, etc. C'est peut-être un patient chez qui je vais vraiment insister pour qu'il ait un arrêt définitif du tabac. Je vais même te dire, je me pose la question, parce que j'ai vu des articles récemment sur le dosage du monoxyde expiré. Mmh. Je me pose la question chez certains patients de savoir s'ils ne se foutent pas un peu de moi, de les passer à la machine pour vérifier qu'ils sont vraiment pas fumeurs. Ah ouais? Ouais, parce que tu t'apprêtes à engager quand même ta responsabilité sur des Ouais, travaux qui ouais, sont c'est lourds. clair. Tu as une exigence de résultat. Alors après, ça reste une pratique, hein, il y a donc forcément son lot d'échecs. Mais globalement, il faut tout mettre, Ouais, ouais, ouais. faut tout mettre du bon côté de la balance, parce que sinon c'est déjà compliqué ce qu'on fait. Voilà, Ouais, c'est clair. l'implantologie, les pionniers, ils disaient un miracle à la fois. C'est déjà très bien. Et tu penses qu'en termes de pourcentage de patients, tu arrives à faire arrêter de fumer, donc sur plusieurs années, hein, comme tu Ouais. disais, tu penses être à combien de pourcents? Parce que du coup, tu dois en Euh, faire arrêter beaucoup de fumer. Ouais, ouais, carrément. Ça, c'est cool quand même, hein. Je réfléchis Satisfaisant. vraiment pour pas te faire une réponse qui flatte trop mon ego. Heu, mais non, je pense à un bon 2/3. Ouais, quand même, hein. Ouais, ouais, un bon 2/3. Je te dis pas 2/3 du premier coup, hein. C'est Non, non, bah, des comme tu disais, c'est Voilà, c'est à voilà, l'usure. 20, 10, 5, Ouais, c'est 0. à l'usure, et même sur le dernier tiers, il y en a, OK, tu as des irréductibles, de toute façon, ils vont fumer. Mais même si tu les fais passer de 20 à 10, Ouais, c'est clair. ça change tout au niveau du risque parodontal, ça change tout au niveau du risque systémique également. Donc en fait, c'est toujours bon à prendre. Par contre, je sais pas si c'est basé sur les preuves ou quoi, mais par contre, j'ai noté un vrai obstacle. C'est quand tu as les 2 patients du couple qui sont fumeurs. Ah ouais. Parce que du coup, il y en a un qui se met dans une démarche d'arrêt du tabac, et l'autre, soit il a pas trop envie, soit clairement, ça lui casse les pieds. Et du coup, ils sont un peu en train de s'antagoniser, etc. Et ça, c'est vrai que pour certains patients, c'est difficile. Par contre, quand on a un qui est pas fumeur et que tu as le deuxième que tu es en train d'essayer d'arrêter de fumer, alors tu peux être sûr Ça marche que bien, là. numéro un, c'est ton meilleur Ouais, allié, hein. ouais. Il va lui faire la chasse, voilà, ça marche bien. Mais faut pas sous-estimer la dynamique de couple aussi. Ouais. Ça joue quand même un petit peu. Tu dois Ouais. faire aussi casser des couples, du coup, si jamais. Écoute, j'espère pas. Combien de pourcentage de Ah couples ouais, cassés? écoute, déjà qu'ils ont mon schéma de brossette dans la salle de bain, je crois que C'est clair. ils sont voilà, non, non. Je suis déjà, je pense, bien présent dans leur vie, Ouais, c'est clair. c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Et du coup, dernière chose au niveau du diabète, Ouais. tu disais que c'était le dernier facteur que tu Le diabète, ouais, c'est un facteur qui est si tu peux refaire un hyper rappel global sur les recommandations, etc. exactement. C'est un facteur qui est hyper important. Ça, on le sait tous au niveau de la gestion de la parodontite. Déjà, faut distinguer diabète de type 1, diabète de type 2, ça c'est classique, sachant Ouais. qu'il y a aussi d'autres types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ont pas les mêmes mécanismes, et les études qu'on a en paro sont basées sur le diabète de type 2, beaucoup Ouais. plus que sur le diabète de type 1. C'est là où il y a le plus aussi de personnes. Bah ouais, carrément, en fait, Ouais. c'est ça la raison. Et puis c'est surtout le plus de personnes suivies. Ouais, ok. Euh, Ouais, ouais. Les résultats sont quand même assez importants. Déjà, le patient diabétique, il faut qu'il soit un patient équilibré si possible avant de commencer le traitement parodontal. La cible d'équilibration, on le rappelle, c'est l'hémoglobine glyquée, qui est mesurée donc classiquement tous les 3 mois et qui permet d'avoir une estimation vraiment du contrôle de la glycémie au cours des 3 mois écoulés. Cette cible d'hémoglobine glyquée, elle dépend du profil du patient, elle est définie par l'endocrinologue ou par le médecin traitant. En gros, elle s'échelonne entre 6,5 et 9%. 6,5, c'est vraiment chez l'adulte qui a un diabète qui est de diagnostic très récent, aucune comorbidité. Enfin, c'est chez quelqu'un chez qui on veut réduire à néant les conséquences de l'hyperglycémie. Quand on va gagner en âge, quand on va gagner en comorbidité, quand on va avoir des diabètes qui sont de plus en plus déséquilibrés, on peut accepter des cibles thérapeutiques qui sont inférieures au sens moins bonnes. Ouais, ouais. 7,5, Mais 8, supérieur en termes de. mais supérieur en termes d'hémoglobine glyquée. 7,5, 8. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez ces patients-là, on a un autre risque, c'est que si on les médique trop, globalement, c'est des patients qui peuvent aller vers l'hypoglycémie. Ok. Donc, si le médecin endocrinologue considère que la cible du patient, c'est 7,5 ou 8, moi, je me mets dans le référentiel de l'endocrinologue. Et le patient me dit c'est équilibré, je dis ok, c'est impeccable, c'est équilibré. Ça n'empêchera pas de mettre en place une antibiorophylaxie sur certains axes s'il y a besoin. Mais je ne vais pas lui faire la chasse pour qu'il descende de 8 à 7,5 Ouais, ok. si quand il est à 7,5, il est en hypo. D'accord. Tu fais quand même toi la chasse ou tu laisses l'endocrinologue s'en occuper? Moi, ce que je fais, c'est que j'évoque le diagnostic de diabète, enfin, j'évoque plus exactement dans ma consultation les antécédents familiaux de diabète.
père et mère, si tu as un parent diabétique, tu as une augmentation jusqu'à 50% de ton risque de diabète dans certains cas de figure. Donc, c'est vraiment une donnée qui est importante. L'âge du parent, du parent lors de son diagnostic, c'est également important. Ça te donne un peu un niveau de risque familial, si tu veux. D'accord ? Mais après, il y a d'autres facteurs, le syndrome métabolique, le surpoids, etc. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. L'idée, c'est d'évoquer ça avec le patient, de savoir s'il a déjà eu un dépistage du diabète. On peut également utiliser des scores de dépistage. Il y a le FIND-RISC qu'on appelle Finnish Diabetes Risk Assessment, je crois, quelque chose comme ça. En gros, c'est un questionnaire et c'est assez prédictif de ta capacité à malheureusement développer un diabète dans les années qui viennent. Donc ça peut être un outil de communication intéressant avec le patient. Ça peut être un outil également que tu peux mettre dans ton questionnaire médical de façon un peu, transparente. Et toi, tu connais le résultat de ce test-là et du coup, tu sais en parler au patient. Quand j'ai un doute sur une situation, par exemple une parodontite qui est un peu hors de proportion, ou un patient qui a le profil du patient diabétique, là je vais demander une biologie, donc je vais demander une numération formule sanguine, le truc de base, classique, et je vais demander également une glycémie à jeun. Le diagnostic du diabète, ça, on avait à la SFPIO, on avait fait il y a 1 an ou 2 ans intervenir une endocrinologue qui nous avait donné les nouvelles recommandations de diagnostic du diabète. Mais globalement, le diagnostic en France, il est basé sur l'hémoglobine glyquée, sur la glycémie à jeun répétée 2 fois. Mais il y a des pays où c'est l'hémoglobine glyquée. Bref, tout ça pour te dire, ce qu'il faut demander aux patients, c'est de se pointer le matin à jeun au laboratoire et de faire une glycémie. Voilà. À partir de là, s'il revient en consultation avec une valeur qui est normale, je lui dis écoutez, c'est impeccable, on a fait le dépistage, c'est plutôt une super bonne nouvelle pour vous parce que ça veut dire que du coup vous avez une parodontite comme les autres. Voilà. Si on a un doute, à ce moment-là, on va orienter la prise en charge vers son médecin traitant. De toute façon, si c'est un endocrinologue. Non, pas initialement. Par le médecin traitant. Je repasse par le médecin traitant si c'est un cas où on peut avoir un doute ou si c'est un cas intermédiaire. Et de toute façon, si c'est la catastrophe, c'est le pharmacien ou le médecin biologiste donc le pharmacien biologiste ou le médecin biologiste qui va t'appeler, soit toi direct, soit le médecin traitant, en lui disant écoutez, on a vu monsieur ou madame machin ce matin, là la glycémie ça va pas du tout, faut que vous le revoyez direct en consulte. En plus avec la messagerie instantanée sécurisée avec le DMP maintenant qui commence à être intégré au logiciel métier, tu as accès à ces résultats-là si le patient est OK, et du coup, tu peux rapidement retrouver ces résultats. Par contre, une fois que j'ai posé la question du diagnostic et que j'ai un peu orienté le patient dans sa prise en charge, moi, je ne m'avance pas plus. Ce n'est pas mon métier. Je dis, moi, j'ai identifié un facteur de risque, je vais vous adresser vers le professionnel compétent qui va permettre de le prendre en charge dans le cadre de votre traitement parodontal. Pour te donner d'autres infos sur le diabète, le traitement parodontal efficace, c'est-à-dire le traitement parodontal couronné de succès chez le patient diabétique permet de réduire l'hémoglobine glyquée de 0,3 à peu près, ce qui correspond à peu près, parce que du coup c'est assez technique, c'est comme si on lui mettait un deuxième médicament antidiabétique par voie orale. Donc ça a vraiment un effet majeur, c'est-à-dire que on parle de relation bidirectionnelle. Bidirectionnelle, c'est très important et ça, les patients le comprennent bien. Je trouve que c'est ce qui marche même le mieux. Quand tu dis que la paro, ça corrige leur diabète. Exactement. Mais pas l'inverse, par contre, je trouve. Si tu dis que le diabète corrige la paro, ils disent ils voient pas la connexion en fait. Je trouve que le diabète enfin, je sais pas ce que tu dis, mais je trouve que ça marche vraiment bien. Moi je leur dis moi je renverse un peu le truc, je leur dis qu'un diabète pas équilibré, de toute façon, c'est pas un système qui oriente vers la cicatrisation. Donc on doit prendre ça en considération dans les étapes tout à fait initiales du traitement parodontal. Par contre, je leur dis que le traitement parodontal, il a fait la preuve de son efficacité pour la réduction de l'hémoglobine glyquée. Et ça, c'est validé scientifiquement. Il y a des revues qui sont publiées dans des journaux à très haut niveau. Il y a des publications dans Lancet. Il y a des choses qui sont vraiment importantes, notamment des équipes à Londres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la chance qu'on a, c'est que je trouve que les médecins ont été assez bien informés. Alors, ils sont pas très bien informés sur le diagnostic parodontal. Par contre, ils sont très très bien informés sur l'idée que quand tu vas prendre en charge une parodontite, ils peuvent attendre une amélioration de la condition diabétique du patient. Et on a plutôt des retours qui sont très positifs, des médecins qui sont globalement à l'écoute. Évidemment, plus les patients sont sur des cas sévères, plus ils vont être soignés par les endocrinos. Plus c'est des patients qui sont sur des cas intermédiaires ou débutants, plus ça peut être des mesures hygiéno-diététiques ou la prescription éventuellement du médecin traitant qui reste la porte d'entrée du système de santé, quoi. C'est clair.
Ok, donc là, pareil, tu dois en dépister pas mal aussi des cas de diabète. Alors, Ou même pas trop. le diabète, on en cherche beaucoup, on n'en trouve pas beaucoup. Ah ouais? Ouais, Ok. en fait, et heureusement d'ailleurs. En fait, il faudrait que il faudrait que je retrouve le chiffre exact, mais il y avait une étude hyper intéressante qui avait été faite en Espagne et une en Allemagne, où ils avaient utilisé des cabinets de paro, vraiment des patients qui sont avec un diagnostic de paro validé. Ces patients-là, on leur faisait passer les questionnaires dont je te parlais tout à Ouais, l'heure pour ouais. vérifier s'ils étaient à risque de développer un diabète ou pas. Et ensuite, on leur faisait ce qu'on appelle point of care, on leur faisait une glycémie. Et en fonction du résultat de cette glycémie-là, on les insérait dans un circuit de dépistage après. Hmm. Et en fait, en réalité, on trouvait que quelques pourcents de patients diabétiques. C'est très très rare. Le Ouais, diabète, ouais, c'est ouais. certes une maladie prévalente à l'échelle de la population, mais c'est pas aussi prévalent que Ouais, l'angine en hiver, quoi. ouais, D'accord. ouais. Par contre, l'intérêt du diagnostic ou du pré-diagnostic du diabète dans le cadre de la maladie parodontale, bah, c'est que c'est une porte d'entrée supplémentaire vers un diagnostic plus précoce. Parce que le problématique du diabète, c'est son caractère d'hyperglycémie chronique. Donc tu les connais comme moi, tu vas avoir plein de répercussions si l'hyperglycémie elle est trop long terme. Euh, Problème de microcirculation, la rétinopathie diabétique, enfin tous les problèmes qui sont liés à l'accumulation au cours du temps. Hmm. Donc plus tôt le patient va être diagnostiqué, mieux c'est. Et les patients, je les mets très à l'aise. Je leur dis, moi je préfère vous faire une prise de sang entre guillemets pour rien, mais au moins on sait que vous êtes du bon côté. Puis peut-être la prochaine elle sera dans 10 ans, que passer à côté d'un facteur qui est quand même assez important, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a un peu tout brossé là. Ouais, ça te On aurait va. pu encore parler de d'énormément de Ouais. choses. J'avais encore plein de questions, mais là, ça va faire très très long. Ok. Ouais. Si toi, tu avais une petite anecdote qui t'est arrivée au cabinet, quelque chose d'un peu, un cas un peu, voilà, Hmm. vraiment d'amélioration Au niveau- majeure ou une petite situation à nous raconter. Ouais, ben, j'en ai une mais qui relève pas de la dentisterie que je vais te dire, et j'essaie de retrouver une qui me ferait vraiment plaisir, qui serait en lien avec le dentaire. Je te parle de la première déjà, comme ça Vas-y. je réfléchis Ouais. en même temps. Il y a pas longtemps, donc comme je te le disais, on a un cabinet qui est établi depuis quasiment maintenant, ça fait 3 générations de dentistes. Pas dans la famille, hein, mais Ouais. ça fait donc des fois on soigne les petits-enfants des patients qui ont Ah ouais. soigné nos prédécesseurs, donc c'est assez marrant. Et donc il y a un patient qui a un tout petit numéro de dossier, il doit avoir le numéro 1000, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment un des patients du début du cabinet. Un homme d'à peu près 80 ans qui est d'habitude en super forme, ancien prof, très jovial, machin et tout. Il vient régulièrement à ses contrôles. On lui a fait du traitement parodontal, du traitement implantaire, voilà, des choses tout à fait conventionnelles. Et d'habitude, il est hyper jovial. Et là, ce jour-là, il est pas en forme. Il vient à sa maintenance paro, c'est poussif. Il respire pas bien, il est fatigué, je le sens un peu déprimé. Franchement, c'est la galère, tu vois. T'as des patients, tu sens que ce jour-là, c'est pas cool. Je dis: «Mais ça va?» «Ouais, non, franchement, là, je suis fatigué, je me sens pas bien depuis 2 jours», et puis, je lui dis: «Mais vous avez vu votre médecin?» Il me dit: «Bah oui, mais du coup, mon médecin, il prend les rendez-vous avec Maya et un truc équivalent à Doctolib, Ouais. et du coup, j'ai perdu mon mot de passe». Je dis: «Bah, bon, écoutez, la maintenance paro, là, c'était plus rapide que ce qu'on avait prévu. Si vous voulez, j'ai encore 10 vraies minutes pour m'occuper de vous. On va recréer votre compte Maya». Donc, machin, il sort son carnet, ses mots de passe notés à la main, son adresse email, on va sur son téléphone, on rentre le Maya. Et je lui dis, parce que quand même, là, ça m'inquiète un peu, votre affaire. Donc, je lui recrée son compte Maya, je lui prends son rendez-vous avec son médecin traitant, juste à côté de chez lui. Et je dis quand même, écoutez, moi, ça m'inquiète un petit peu. Vous descendez à la pharmacie, on a la chance d'avoir une pharmacie juste en dessous du cabinet. Ils vont au moins vous prendre vos constantes. Descends voir le pharmacien. Je rappelle Sofiane, le pharmacien. Il me dit, écoute, ouais, il est pas en forme, mais bon, globalement, a priori, ça va. Ça peut attendre le rendez-vous de demain chez son médecin traitant. Donc, il va chez son médecin traitant le lendemain. Plus de nouvelles. Et je le revois, je lui avais fixé une consultation de contrôle quelques jours après, peut-être 1 ou 2 semaines après, quelque chose comme ça. Je voulais vérifier un truc sur le nettoyage de ses implants. Et du coup, je dis: «Ah bah alors, du coup, ça va depuis la dernière fois?» Il me dit: «Bah ouais, j'ai fait une semaine à l'hôpital». Et en fait, il était en train de faire un pneumothorax. Ah ouais. Ouais, et donc concrètement, il est venu pour sa maintenance parodontale et implantaire, parce que j'avais 10 minutes de marge, parce que en fait, il respecte très bien les consignes, donc on avait fini en avance. On a corrigé son compte Maya. Il est allé voir son médecin traitant le lendemain.
qu'il a immédiatement réadressé à l'hôpital et il a passé quasiment une semaine à cause de son pneumothorax. Et du coup, quelques jours après ça, j'ai retrouvé mon patient à nouveau, tout jovial, machin et tout. Donc moi, ça me fait, Pas sauver quelqu'un, ça tombe, parce que il aurait ben, pu faire son... sauver, je sais pas. En tout cas, je pense que des fois, des problèmes simples comme des mots de passe oubliés, C'est clair. ça peut te mettre dans la galère. Et du coup, j'étais vraiment bien content de lui parce que des fois, tu sais, on est dans un métier qui est hyper technique. On se dit, ouais, attends, tu t'es creusé la tête, t'as fini à 19h30 hier soir, c'était une chirurgie de l'espace, t'es là, tu sutures au microscope, t'es satisfait du moindre détail. Et puis, en fait, des fois, il y a des choses qui sont très simples, très basiques. Juste le fait de bien s'occuper des gens, ça change pas mal leur trajectoire. Ouais, c'est clair. Donc, j'étais bien content de revoir Pierre, qui s'appelle Pierre. Et Pierre va très bien. Voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus, parce que franchement, c'était une belle anecdote Ouais, qui c'était touchante. cool. Ouais. Pour dire que il n'y a pas que le côté technique, il faut Ouais. aussi pas oublier le relationnel et ses mots de passe. Yes. Bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil Merci. aujourd'hui. Content d'avoir pu évoquer tous ces sujets avec toi. Puis j'espère que ça t'a apporté des réponses. Ouais, clairement. Et puis à bientôt. Voilà. Salut à tous. Salut. Merci. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire. Tu peux même maintenant utiliser la fonction boost sur YouTube. Ça permet vraiment de booster cette vidéo vis-à-vis d'autres personnes pour faire grossir ce compte. En tout cas, merci à Edelweiss d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça permet d'avoir des intervenants très intéressants comme Valentin. Et puis de continuer à venir dans des studios et d'avoir un montage de qualité. Salut à tous.